Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Instant Court sur Spec. Ce soir je suis en compagnie d'une très jolie poule que nous avons mis sur le comptoir du Petit Vélo ici à Clermont-Ferrand pour symboliser la ruralité puisque nous sommes en Auvergne. Une très belle émission ce soir en perspective, on voit avec encore beaucoup d'invités que nous allons rejoindre d'ailleurs dans quelques instants sur le plateau d'Instant Court. Mais vous allez le voir, il y aura également des reportages, des chroniques, des séances un peu particulières, labos, bref, vous allez découvrir encore plein de choses. Ça commence maintenant en direct dans Instant Court avec notre chronique Libre Cours. Merci d'être sur le plateau d'Instant Court pour venir nous parler de Ganache Studio. Tout à fait, il vaut mieux le garder près du menton d'ailleurs, histoire que ça fonctionne. Je suis avec Benjamin Gillet et Aurélien Grelier-Becker. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer ce que c'est Ganache Studio ? C'est une jeune société de production qu'on a créée il y a 3 ans, qui développe des courts-métrages de fiction, des courts-métrages documentaires, et puis maintenant aussi d'autres formats, un peu avec de la série, des séries pareil de fiction, de marionnettes, et on nous pose souvent la question de notre ligne éditoriale. C'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas cherché à en avoir une très spécifique, et du coup peut-être plutôt qu'une ligne éditoriale vraiment, en tout cas ce dont on se rend compte, c'est on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec des comédiens-comédiennes. Aurélien est aussi comédien de formation à l'origine, et du coup c'est peut-être ça qui est distinctif un peu des films qu'on aime faire. C'est des films où les comédiens-comédiennes ont beaucoup de place dans le travail, dans le récit, etc. Alors justement, c'est quoi l'objet un peu de votre venue cette année sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, puisque vous avez des liens, on peut le dire, avec le LIF, l'association qui s'occupe du festival du film jeune de Lyon. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Clermont ? Oui, effectivement, on a en partie été invité ici sur invitation du festival du film jeune de Lyon, du coup de la Solif, et je pense qu'on serait venu, enfin on avait de toute façon prévu de venir à Clermont-Ferrand aussi parce que c'est quand même une super occasion pendant plusieurs jours de voir des tonnes de films très différents, de découvrir plein de choses. Et puis, à la base, notre envie de faire des films, elle vient aussi du plaisir qu'on a à les regarder. Donc là, c'est l'occasion de le faire un peu toute la semaine. Et à ça, on a ajouté quelques rendez-vous de production, de producteurs avec des diffuseurs. On a pitché pour un de nos futurs courts-métrages qui est actuellement en préparation. On rencontre des auteurs qui parfois nous ont envoyé des scénarios et des choses comme ça. Donc c'est aussi une manière de travailler en fait sur nos futurs projets. Là, 3 jours pour l'instant de marché pro derrière vous. Est-ce que vous avez fait des rencontres ? Et est-ce que ça sent bon pour la suite de votre activité, parce que ça sert aussi à ça, le marché pro ? Oui, moi je dirais que ça sent bon. On était effectivement hier, on a eu cette occasion de pitcher un de nos futurs projets, ce qui était peut-être un peu inattendu parce qu'on est une toute jeune boîte, et en fait le festival de Clermont-Ferrand a un peu décidé de nous donner ce créneau en tant que production émergente, et du coup ça, c'est vrai que ça nous met un peu en lumière, et ça va nous aider pour la suite. Après, du coup, on s'est retrouvé au marché du film court avec notamment tous les bureaux un peu d'accueil des différents pays, etc. Et c'est vrai que, je sais pas, je pense on avait le bureau slovaque juste à côté de nous. Si on n'a pas un film à faire tout de suite en Slovaquie ou une coproduction, on n'a pas eu grand-chose à se dire. Mais à part ça, sinon, il y a eu plein d'autres rencontres intéressantes. Avec tout un tas d'acteurs qui souvent sont juste, par exemple, des sites qu'on utilise pour envoyer un film en festival ou aller mater un court-métrage, etc. Et puis là, on rencontre les personnes qui sont derrière, donc c'est hyper agréable aussi humainement. Et justement, peut-être pour nos spectateurs qui savent pas forcément ce que ça veut dire, une boîte de production, c'est quoi produire, peut-être Aurélien, je sais pas, qu'est-ce que c'est le travail d'une société de production ? On le découvre un peu au fur et à mesure des années, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de formation là-dedans à la base, donc on est en train de se faire un peu notre propre langage de ce qui serait la production. Là, j'ai l'impression en tout cas que c'est accompagner des auteurs et des réalisateurs dans la conception, le développement, la réalisation et la bonne fin d'un film, et de lui donner tous les moyens nécessaires pour le faire grandir, et essayer à la fois artistiquement de lui donner du répondant pour qu'il puisse
se développer, bouger, évoluer, et essayer de tirer le meilleur de son scénario, de son travail, et puis après de donner le plus de moyens possible pendant la pré-production, le tournage, enfin en tout cas aussi techniquement, financièrement, humainement, d'essayer de faire en sorte que le projet puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et que la visée artistique elle ait pu toucher toute son ampleur au moment où le film il se termine, quoi. Et à la fin essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes possible qui le voient. Et justement, conclusion logique, si on peut en trouver une petite recommandation, des choses que vous avez produites ou que vous êtes en passe de produire, que les gens pourraient aller voir en salle ou retrouver peut-être sur Internet, je ne sais pas. Que ce soit dans des festivals, là dans les semaines ou les mois à venir, ou sur notre site Internet, on clôture un cycle de 12 films qu'on a produits, qu'on a appelé les capsules, et en fait qui a un peu été notre école de cinéma à nous, d'écrire, réaliser, produire, diffuser 12 films, au début des tout petits, puis de plus en plus grands, on va dire, et avec de plus en plus de travail et de moyens, et en fait qui portait 12 noms de mois, les noms des 12 mois, et qu'on envoyait un peu à notre public autour de nous une fois par mois pendant toute l'année 2021, et voilà, ça c'est un peu une petite collection qu'on a, que vous pouvez découvrir soit dans certains festivals, soit sur Internet. Et puis après, on a des projets en développement qui arriveront, et qui sont hyper divers. Donc j'espère qu'on viendra un jour à Clermont-Ferrand vous en parler. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Benjamin et Aurélien d'être venus sur notre plateau nous parler de l'activité de Ganache Studio que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et on remercie l'équipe du LIF qui nous a proposé cette carte blanche aujourd'hui. Bien voilà, c'est le moment déjà de notre première interview en plateau. On va avoir le plaisir d'accueillir Marin Gérard, le réalisateur du film À l'ombre l'après-midi. Voilà, donc nous sommes toujours sur le plateau d'Instant Court. On accueille en plateau, voilà, un jeune et talentueux réalisateur, Marin Gérard. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Avec un court-métrage qui s'appelle donc À l'ombre l'après-midi, dont Bogoré, tu peux peut-être nous dire un mot en introduction ? Oui, alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui est cinéphile, qui est passionné de cinéma, et en fait, un après-midi, il va aller voir 2 séances au cinéma, et il va revoir son meilleur ami, et une chose en entraînant une autre, il va se retrouver embarqué dans une soirée, et il va faire la rencontre d'une jeune femme. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Voilà, c'est un film qui a pas beaucoup d'histoire au sens d'enjeux, d'objectifs. Voilà, c'est vraiment on suit une journée qui se déroule, donc on peut pas mieux résumer que ça. Merci. Merci. Bogoré, on lance les questions. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Et ma première question, c'était de savoir comment, si vous étiez inspiré d'une personne en particulier, ou comment, en tout cas, vous est venu le caractère du personnage, comment vous avez réussi à le développer, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses du personnage qui partent de moi, en tout cas de la cinéphilie, des habitudes, des lieux où il se rend. Voilà, c'est des lieux où moi-même je me rends. Par exemple, le bar où il se rend pour retrouver son ami pour boire une bière, c'est un bar où je suis beaucoup allé, ou des petites choses comme ça. Mais après, j'avais envie de, moi je suis moi-même cinéphile, mais j'avais envie de pousser un peu le fétichisme du personnage jusqu'à parfois au ridicule, et en faire quelqu'un peut-être d'un peu plus perdu, disons, que moi. Donc ça vient de plusieurs personnes et de plusieurs choses, mais ouais, voilà, c'est un personnage un peu perdu qui vit un peu trop par et pour le cinéma, et ça lui joue un peu des tours, quoi, dans son rapport au monde. Et puis voilà, il a une perte de sa vie, il commence à avoir des regrets, tout ça. Donc bon, il y a un peu plusieurs choses qui se sont amenées sur ce personnage, voilà. D'accord. Et je voulais savoir également comment s'était passé pour le coup la sélection de casting. Comment vous aviez, est-ce que les acteurs, c'est des personnes que vous connaissiez déjà, ou c'est des personnes que vous avez rencontrées? En tout cas, comment vous avez réussi à... Alors pour Quentin Dolmer, le rôle principal, c'est un acteur en fait avec qui j'avais déjà fait un film il y a 2 ans, un film qui s'intitule L'Espace Rapide, qui se déroulait intégralement dans le parc des Buttes-Chaumont, et c'était un film en 3 segments.
Et en fait, le premier, Quentin jouait uniquement dans le premier segment, qui consistait en un plan séquence de 10 minutes de discussion. Et du coup, en fait, ça s'était très bien passé. Mais en fait, avec Quentin, j'avais tourné un seul plan. Et donc, voilà, j'avais eu l'envie, comme ça s'était très bien passé et que c'est un acteur que j'aime beaucoup, de faire un film entier avec lui. Et donc, j'ai écrit, pour le coup, en pensant à lui dans le rôle, et il a accepté. Donc, c'était super. Après, pour les autres comédiens, il y a eu un casting. Après, c'est un mélange. Moi, j'aime bien faire ça. Je mélange copains et acteurs professionnels. Donc, voilà, il y a des moments, c'est des pros, et en face, c'est des copains à moi qui ne jouent pas d'habitude, donc c'est assez marrant à faire. Et je peux citer par exemple dans les pros Salif Cissé, que j'ai découvert, comme tout le monde j'imagine, dans le film À l'abordage de Guillaume Braque, voilà, qui est un très beau film dans lequel Salif est génial, et donc j'ai pensé à lui, on s'est rencontrés, c'est très bien passé, voilà. D'accord. Alors moi, j'ai des questions sur... bon, ça m'a fait penser à pas mal de choses, en fait. Ce film, ça m'a notamment fait penser à la première fois où j'ai vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en fait, dans le rythme, dans la musique en arrière-plan. Ah, au film? Ouais, le film, bien sûr. D'accord. Dans la façon de le raconter, avec la voix off, la place particulière de la musique et cette légèreté, en fait. Ce film qui était empreint de légèreté, c'est un film qui est doux, qui fait pas de mal. Il y a beaucoup de films, on va pas se mentir, à Clermont-Ferrand qui sont un peu éprouvants. Celui-ci est léger, ça fait du bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de ça dedans? Alors d'Amélie Poulain, non, j'espère pas, parce que c'est un film que je déteste. Ah bah génial, super, je suis bien tombé. Mais je le prends pas mal du tout par ailleurs, parce que c'est vrai que disons que j'aime bien, c'est un mot un peu mal aimé, mais peut-être que j'aime bien un cinéma un peu gentil. En tout cas, moi j'aime bien devant un film, enfin devant un certain cinéma auquel je m'affilie, avoir envie d'être un peu dans le film, ou du moins me reconnaître, disons, dans le film. Donc il y a un peu de ça. Et pour la voix off, oui, c'est vrai qu'il y a des envies un peu de jouer un peu comme ça sur les modes de narration, comme dans la scène où il écoute la conversation de ses voisines, et soudain, voilà, la voix de sa voisine devient une voix off à son tour, et on rentre comme ça dans un petit interlude qui n'a pas d'incidence sur le reste du récit. Et aussi, voilà, j'avais pris Quentin d'ailleurs, notamment parce que j'aime beaucoup sa voix et que je m'étais dit que ça ferait une bonne voix de voix off. Donc non, pas tellement Amélie Poulain, ouais, que je trouvais que c'est un film un peu et le côté hystérique, comédie romantique non plus. Mais mon film n'est pas une comédie romantique selon moi, mais c'est un peu, disons qu'il y a du romantisme dans le film, mais effectivement c'est un peu le piège, c'est-à-dire que la rencontre finale avec Lise, quand elle commence, en fait, le spectateur, et je joue avec ça, a 120 ans d'histoire de cinéma dans la tête et se dit une rencontre amoureuse, en plus c'est une soirée dans un parc, c'est un garçon et une fille, voilà, tout va bien se passer. Et en fait on se rencontre au fur et à mesure de la soirée, que voilà, il est plus question d'amitié, et même d'amitié éphémère. Voilà, le temps d'une soirée, ces deux personnes-là se sont trouvées, avaient peut-être un peu besoin l'une de l'autre, mais oui, c'est pas vraiment une comédie romantique, même si effectivement ça peut en avoir les atours. Je joue un peu avec ça. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question concernant les plans. Vous avez fait un choix de plan fixe tout du long du court-métrage, et je voulais savoir pourquoi avoir fait ce choix-là, et est-ce que ça avait un message particulier derrière? Alors, il n'y a pas que des plans fixes, il y a aussi quelques travelling, mais effectivement, sinon on est beaucoup sur pied. Moi, j'aime bien les plans fixes, j'aime bien contrôler vraiment ce qu'il y a dans un plan. Et c'est vrai que dès qu'on commence à porter une caméra, il y a quelque chose qu'on laisse un peu de côté. Et quand je dis contrôler ce qu'il y a dans un plan, c'est juste en termes de pur cadre, mais ensuite, par les acteurs, par des micro-événements de la vie, parce que je tourne principalement en extérieur, voilà, avec les figurants, c'est juste des gens qui passent par là. J'aime bien là qu'il advienne des choses. Et donc c'est des plans fixes et c'est des longs plans aussi, parce que voilà, j'aime bien la durée, ce que ça apporte au jeu, ce que ça a peut-être d'indolent. Enfin, moi, c'est important, comme c'est un film d'été. Pour moi, le cinéma d'été, c'est toujours lié à une forme d'indolence comme ça.
Et ouais, les plans fixes, c'est une sorte de rigueur dans lequel on peut un peu s'abandonner, là où, enfin, moi, en tout cas, en tant que cinéaste, c'est vrai que j'ai un peu peur d'embarquer une caméra, de trop diriger comme ça mon regard. Bah, en tout cas, c'est très appréciable parce que du coup, ça donne un petit côté aérien. D'abord, ça pose le cadre, le contexte. On se repère assez facilement dans l'espace. Et puis, ça donne une impression d'être un peu le troisième personnage, d'assister à la scène d'un petit peu de loin et voir le personnage évoluer tout du long du court-métrage. Oui, j'aime bien ce sentiment-là, notamment dans la scène du bar où, comme Quentin écoute la conversation de ses voisines. Après, nous, on est pendant un long plan qui est le plan le plus long du film, je sais plus, il dure entre 4 et 5 minutes. On suit une conversation comme si on était aussi, nous, à la table voisine, quelque part. Donc, merci pour ta remarque. J'essaye d'être observateur. Bon, pour l'instant, 2 remarques à côté de la plaque, donc je vais essayer de me rattraper sur la 3e. J'ai vu, il y a plusieurs moments, à plusieurs reprises, je suppose que c'est voulu. On voit l'affiche du film Les Aventuriers du bout du monde. Ça vous inspire ou pas pour le coup? Ou c'est un hasard encore une fois? Non, alors c'est à la fois un hasard et pas un hasard. En fait, du coup, le bar dans lequel j'ai tourné, qui est le seul bar d'une petite rue à Paris qui s'appelle la rue Champollion, qui est en fait une rue où en 60 mètres, il y a 3 cinémas. Et ces 3 cinémas passent principalement des vieux films. Et en fait, c'est là où j'ai fait une partie de ma cinéphilie. Et du coup, dans cette rue, il y a un seul bar qui est le Reflet, là où j'ai tourné, et dans lequel il y a plein d'affiches de cinéma auxquelles je n'ai pas touché. Après, c'est vrai que comme ces affiches rentraient dans le cadre et que c'est des plans assez longs, je savais qu'au bout d'un moment, le spectateur, je ne dirige pas trop son regard, donc il va un peu se promener, regarder ce qui se passe à droite à gauche. Et en fait, simplement, le fait qu'il y ait un film Les Aventuriers du bout du monde, que j'ai pas vu ce film d'ailleurs, je crois que c'est une série B un peu méconnue. Enfin voilà, il y a beaucoup d'affiches comme ça, de trucs de Schwarzenegger et de choses comme ça dans ce bar, c'est assez marrant. Ça m'amuse parce que en fait le film est un peu quelque part une antithèse d'une aventure et en même temps pour moi c'est un peu l'aventure estivale, c'est essayer de squatter une soirée, parler à quelqu'un qu'on connaît pas, ce genre de choses quoi. Donc c'est une sorte de micro gag mais c'est vraiment très léger, enfin on n'est pas censé forcément le remarquer, mais même si je suis content que tu l'aies remarqué. Alors c'est amusant parce qu'effectivement on voit, et c'est voulu, et vous venez de le confirmer, il y a une forme il se passe pas grand chose en fait dans le film, et c'est voulu, et c'est aussi là d'où provient la légèreté. Est-ce que, parce que du coup la musique prend beaucoup de place, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce travail sur la musique? Oui, bien sûr. Et puis le travail sur la voix off qu'il y a derrière aussi, qui accompagne la musique? Oui, donc en fait ça commence, la première phrase du film, ça fait une semaine que j'ai la musique d'Avanti dans la tête. Donc Avanti, c'est un film de Billy Wilder des années 70. Et en fait, du coup, la musique qu'on entend à ce moment-là, c'est effectivement la musique d'Avanti de Billy Wilder que j'ai réutilisée et qui revient en fait à plusieurs moments dans le film, parce que en fait dans le film, on est tout le temps dans le point de vue de Quentin. Donc quelque part, comme il a dit qu'il avait la musique d'Avanti dans la tête, les moments où on l'entend, c'est un peu comme si lui, il l'avait dans la tête. Et moi, ça m'amusait un peu de faire ce truc il me semblait pas avoir vu, en tout cas dans un autre film, d'utiliser presque totalement la musique d'un autre film pour montrer ce rapport un peu toxique en fait qu'a Quentin au cinéma, où il a toujours besoin de se référer au cinéma pour lui vivre. Seulement, il n'y a pas beaucoup d'histoires comme tu dis. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens, notamment dans le court-métrage. Je trouve c'est une forme où on peut plus expérimenter le fait qu'il y ait très très peu de scénario entre guillemets. Parce que le spectateur est plus prêt à passer une demi-heure sans savoir trop où il va. Il y a quand même une évolution du personnage qui est qu'en fait la dernière musique qu'on entend dans le film est une musique originale pour le coup, qui est inspirée d'un thème d'Avanti, mais qui est un ami à moi qui l'a fait, qui s'appelle Émile Petit-Perrin, qui est un musicien électronique que j'aime beaucoup, qui a plusieurs projets de Air Capitaine, Auteur Moteur, franchement c'est un super musicien. Et donc on n'est pas obligé de le remarquer encore une fois, mais ce que ça raconte un peu selon moi, c'est que finalement cette Lise qu'il a rencontrée, elle part dans l'autre direction, il la reverra sans doute pas,
mais ça n'a pas totalement servi à rien parce que voilà, la musique qu'il entend maintenant, c'est un peu celle de son film et pas celle d'un autre film. Et justement, ça mène ma dernière question. Alors, bon, on croque des vrais morceaux de vie dans ce film, c'est là-dessus que ça fonctionne bien. Il y a quand même un thème moi, que j'adore et j'aimerais bien que vous en parliez, c'est le thème du cinéma dans le cinéma. Pourquoi ? Comment vous l'avez construit ? Ouais, moi, c'est vrai que, comme je disais, j'aime bien quand j'ai une émotion particulière, disons, devant des films où voilà, je me reconnais vraiment. Enfin, comme tout le monde, j'imagine, mais sur des choses notamment précises. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, voilà, où je suis cinéphile, je suis aussi critique de cinéma, je parle beaucoup de films, et c'est quelque chose, voilà, qui souvent est un peu tabou, serait exagéré, mais qui apparaît peu dans les films parce qu'on se dit, bon, on va avoir un film, donc voilà, les personnages ils agissent, mais on va pas parler de cinéma. Et c'est vrai qu'il y a, j'avais un peu envie de faire un film dans ce genre un peu secret du cinéma français qui est le film cinéphile, et dans lequel il y a par exemple un film comme Les Sièges de l'Alcazar de Luc Moulet, qui est un film très drôle sur un critique des cahiers du cinéma qui tombe amoureux d'une critique de positive, donc c'est la catastrophe, ou la trilogie que j'aime beaucoup des cinéphiles de Luis Correcchi, qui est beaucoup plus radicale que mon film vraiment, parce que c'est vraiment principalement des discussions de cinéma en sortie de salle auxquelles on comprend rien, mais c'est vraiment très drôle et très beau. Et donc voilà, j'avais un peu envie de rentrer, que le spectateur puisse réfléchir lui-même au film dont Quentin parle, voilà, à son rapport au cinéma. Moi, j'aime bien effectivement quand on s'interdit pas de parler de films dans les films. Je sais que Mia Hansen-Løve fait ça souvent, Hong Sang-soo bien sûr, voilà, pas mal de cinéastes auxquels je tiens, et puis voilà, ça permettait que le film ressemble un peu à ma vie. Bogoré, dernière question. Eh ben, pas de question, mais plutôt un conseil. Moi, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est quand même très intéressant. Et ça fait toujours du bien, voilà, les courts-métrages un peu aériens comme celui-ci, ça nous laisse le temps de respirer, d'apprécier des beaux décors, une histoire sympa et puis des beaux personnages. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Et merci beaucoup Marin Gérard d'être venu sur notre plateau. On le rappelle, le réalisateur du film À l'ombre l'après-midi que vous pouvez retrouver en compétition au Festival de Clermont-Ferrand. Merci. C'est l'heure de notre rubrique Chasse à court. Aujourd'hui, c'est Camille qui vient nous parler d'un court-métrage, vous allez voir, qui est plutôt chouette. Merci. Je retrouve sur l'espace salon de notre plateau Instant Court, installé ici au Petit Vélo, toujours. Camille, tu es venue nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Un corps brûlant, un court-métrage de Lauriane Lagarde. Est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur le synopsis ? Bien sûr, je suis là pour ça. Juste avant, je vais dire remercier à Lauriane Lagarde et aussi à Yasmina parce qu'ils nous regardent ce soir en direct. Donc je les remercie beaucoup pour l'échange qu'on a eu et aussi pour pouvoir faire cette chronique, mais à la fois que j'ai pu faire le teaser de Un corps brûlant. Par rapport au synopsis, c'est l'histoire de deux jeunes filles maghrébines, Lina et Inès, qui se connaissent pas beaucoup en fait, et elles vont se rencontrer avec les parcours. Ce qui est intéressant, un petit côté cascade, on va dire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est en fait elles sont différentes et elles ont un amour caché du coup, et elles ont du mal à tout le temps se voir par rapport aux personnes autour d'elles. Et par la suite, les choses vont s'améliorer. Et tout simplement, on va voir l'évolution de ces deux personnes. Bon, justement, on va regarder le teaser que tu as réalisé, oui. Après l'accord, bien évidemment, de la réalisatrice. On regarde. Il y a un vrai travail sur les émotions de ces deux jeunes filles dans ce court-métrage. Oui. Par rapport les émotions, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en premier parce que elles sont différentes les deux.
Parce qu'en fait, par exemple, Lina, qui est la capuche, du coup, jouée par Yasmina, tout simplement, en fait, elle est réservée, enfin, elle est curieuse, déjà, quand elle voit Inès, mais surtout, elle est elle a pas confiance en elle quand elle va s'exprimer plus tard envers cette fille qui s'appelle Inès dans ce film. Et en fait, Inès est aussi curieuse, c'est leur point commun, on va dire, mais à la fois, elle arrive plus à aller de l'avant et d'essayer de se rencontrer, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé, les émotions, et on voit leur caractère aussi. Et du coup, je trouvais ça vraiment bien fait tout le long de ce court-métrage. Donc c'est un court-métrage qu'on peut retrouver en compétition à Clermont-Ferrand. Un dernier mot ? Exactement. Un dernier mot, que je trouve que l'idée par rapport au parcours est excellente. Parce que je trouve que ça change et j'aime bien cette rencontre, et à la fois que c'est 2 jeunes filles pour LGBT aussi, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je pense qu'à la fois ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré la réalisatrice Lauriane Lagarde, c'est que ce que j'ai reconnu de la réalisatrice, c'est surtout sur la curiosité, en fait, et du coup c'est quelque chose qui m'a touchée. Je pense aussi la façon comment jouent en fait les actrices. Quand j'ai parlé avec Yasmina, et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a du naturel et beaucoup de sincérité. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu faire cette chronique, parce que ce film je me suis tombée dedans, on va dire. J'ai fait le parcours avec les filles. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, chez Spectre, c'est aussi des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont touchés par les films dont ils viennent parler en plateau. Et ça fait plaisir, Camille, que tu Merci sois à toi. autant touché par ce cours qu'on recommande. C'est le moment de notre rubrique, et voilà, la transition est toute trouvée. Prix de cours. Nous sommes intervenus aujourd'hui dans les travées du Festival du court-métrage, à la Maison de la Culture, sur le marché pro, à l'extérieur également. Enfin bref, partout où on trouve des festivaliers qui ont des bonnes gueules, vous allez voir. Ils ont encore joué le jeu, les images ont été captées grâce à la complicité de Camille, de Phénomène Production. Bonjour à tous, nous sommes sur le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, dans les travées de la Maison de la Culture, à la rencontre de festivaliers qui, comme d'habitude, mettent beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. Brûlé au rang des landes de pierre, colore la terre, c'est pour les vivants. Bonjour. Bonjour. Spectre. Spectre. Le connaît. Ah, ben oui, mais voilà, on vous cherchait. On vous cherchait parce que... Mais non, mais l'émission allait commencer en fait, et on commençait à s'inquiéter. Ça va ? Ça va très bien, et je suis obligé d'enlever ça quand même. Non, on comprend, on comprend. Hein. Et vous vous souvenez du site ? Oui. C'est quoi ? Jacques et Daniel. Jackie et Daniel, ouais, c'est ça. Voilà, oui. Alors, on va la refaire maintenant parce que c'est Jackie et Michel. Michel, oui, c'est vrai, pourquoi je dis ça. Je vous Parce que Daniel, c'est votre belle-mère peut-être. Tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination Clermont-Ferrand. Enquête aujourd'hui sur les colonies de vacances. Ici à Clermont-Ferrand, un ensemble d'enfants non identifiés, on le rappelle, qui ont été promenés, perdus par leurs professeurs. Le nombre augmente, la procédure devient complexe, mais tout se passe pour le mieux, nous rassurent les agents de sécurité. On est avec Vincent Moscato en direct. Là, aujourd'hui, comment ça se passe, là, le festival ? Trop de jeunes. Hein. Ouais, c'est chiant, hein. On devrait les noyer à la naissance. Ouais, non, comme ça éviterait les problèmes de surpopulation. Affirmatif. Bonjour, nous sommes avec André, père de famille nombreuse. Alors, comment vous faites avec autant d'enfants ? Je sais pas trop, je crois que j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas grave, le court-métrage, je les récupère à la fin de séance. Hein. Ouais, on les récupère à la fin, on fait une benne. Vous aussi, vous cherchez la piscine ? J'aimerais bien, il y a une piscine ? Bien sûr qu'il y a une piscine, on va quand même pas venir voir des films non plus. Ok. On bosse quoi. Enfin, Bah, nous aussi on bosse, tu te prends pour qui ? Non mais genre, je veux dire, vous allez à la piscine là ? Bah ouais, Ok. on va faire des longueurs. Ok. Non, mais c'est incroyable. Non mais on se poursuit, non ? Il y a un truc entre nous. Ah, c'est sûr. Non, je suis encore Ouais. avec Jacques et Michel, Ouais. qui me poursuivent dans la maison de la culture. C'est insupportable. Non, c'est très bien, ils sont vachement sympas, quoi. Alors les productions en plus sont incroyables. Les productions sont incroyables. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah si, là il y a de la bouffe. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va. On va aller manger bientôt, nous. Et toi ? Bah moi aussi, je pense que je vais aller manger là-bas. Ça a l'air bon, mais c'est un peu cher pour nos finances. Ça va. Tu nous invites ? Non. On aura essayé, tant pis, on va encore devoir manger un crousti pain. Nous sommes sur le tournage du prochain Rabbi Jacob. Bonjour. Bonjour. Je croyais, ça y est, on part en situation de crise et le plan Vigipirate est déclenché, c'est parti. On y va, c'est le plan Vigipirate.
Faut évacuer les lieux. Faut évacuer les lieux. Faut partir, ils viennent de déclencher le plan Vigipirate. Quoi? Faut partir. Non. Si, allez, regardez, ils arrivent. Vous allez loin ou pas avec ça? Et voilà, et aujourd'hui, nous nous promenons dans le minibus et le petit train du Festival international du court-métrage à la rencontre des festivaliers. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Il ressemble à quoi? Mais Il ressemble à quoi? Qu'il est beau ou pas? ça va, pas ouf. Ouais, franchement, mets-lui un stop direct. Hein. Ouais, bah, tu sais, après, si t'hésites... Ouais, ok, bon bah je vais suivre tes conseils alors. Ok, tu es une femme d'expérience, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bah, s'il est moche, mais c'est pas parce que la beauté, ça n'a rien à voir, c'est la beauté du cœur qu'il faut compter. Non, mais vous dites ça parce que vous êtes filmé, en off, vous nous avez dit il est dégueulasse, assumez un peu. Allez, on est ici à Clermont-Ferrand pour cette réunion des alcooliques anonymes. I speak English. I speak English. I don't speak English, but I speak English like a Spanishco. Well, we can speak Spanish as well. Si? Un poco, pero muy... Un poco. She is single. Oh, class. Yes. Very good. Are you single? Yes, I think. Maybe you can go out together. Maybe. I don't know. Dancing, drinking, and have sex. Voilà, nous allons essayer d'avoir un petit mot du directeur de campagne d'Éric Zemmour qui, pour l'instant... Alors, on va essayer d'avoir un message. Alors, vous êtes le directeur de campagne d'Éric Zemmour. Comment se passe cette campagne pour l'instant? Le problème avec les médias. Tant pis, on peut pas. Et ouais, les festivaliers toujours aussi sympas dans les allées du festival du court-métrage. C'est l'heure de notre seconde chronique avec cette chasse à court. J'accueille Jordan en plateau. Jingle. Jordan, tu es venu nous parler d'un court-métrage expérimental qui s'appelle Le Bougdoug. Oui. De quoi ça parle? Exactement, ouais, du coup je suis venu vous parler du Bougdoug. C'est un film qui fait partie de la pastille L5, du coup Labo 5 que j'ai vu hier, c'est le dernier. Et le Bougdoug, en fait, c'est difficilement résumable parce qu'en fait, c'est un film qui part un peu comme un buddy movie, où t'as vraiment ce truc avec une bande de potes et tout ça, et t'apprends à un peu tous les connaître, qui est aussi un faux documentaire, qui en même temps est un film d'horreur, et qui est aussi, à côté de ça, qui est aussi un film qui traite un peu de gangsters et tout ça. Il y a un petit côté un peu criminologie, oui, je sais pas trop ça. Ouais, je sais pas ce que tu voulais dire, mais c'est possible, hein. Un peu autour du crime et tout ça, il y a un peu ce truc-là autour du film. Et moi, j'ai adoré ce film-là parce qu'en fait, je trouve qu'il a une identité qui est dingue. Il arrive à toucher un peu à tout. Et en fait, quand tu regardes ce film, tu sens vraiment que les gens qui ont fait ce film, ils ont pu mettre pas mal de leur passion. Il y a ce truc-là avec le rap, la musique et tout ça. Et il y a vraiment un esprit qui se maintient et qui se tient et tu sens vraiment la passion pour tous ces genres-là en regardant le film, quoi. Bah tu sais quoi, on va regarder le teaser et on va voir si ce que tu nous dis est vrai. Doug, c'est mon meilleur ami, tout ça. Je l'aime trop, hein, je le connais depuis toujours. Et des fois, il est trop con. Ça me déborde, moi. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Like, wow. Comment tu fais? Comment tu fais? Des substances illicites dans le putain de psycho. Et j'ai que des bangers dans le putain de psycho. Et négro fuck la meuf, c'est moi la suro. Et jure la vie de ta mère que vous êtes suro. M'assois sur le trône, ma gueule, appelle-moi le kingo. En mode cardiaque kingo. Bouge ta caisse où je fais les philos. Mon saut dans toutes les villas. Bon, si c'est pas un clip de rap, on en est pas très loin quand même, hein. Ouais, c'est ce qui est cool en fait avec ce film. Souvent, je sais qu'on a tendance, des fois, il y a des films en fait qui se retrouvent à utiliser la musique et on se retrouve dans un truc un peu qui fait clipper ou quoi que ce soit. Mais là, c'est complètement assumé et on a vraiment toute cette esthétique du clip de rap. Et j'adore ça parce qu'en fait, même la musique qui va avec, c'est vraiment, enfin, elle fonctionne super bien, elle va bien avec ça sonne, hein. Ouais, franchement, ça sonne super bien. Elle va super bien avec l'histoire, les personnages, et en fait, tu vibes pendant tout le film, quoi.
Et nous, c'était top parce qu'on s'était retrouvés justement dans cette séance et tout, qui était très intéressante avec pas mal de films différents. Et terminé par celui-là, en fait, ça te met une grosse claque, ça te met un gros punch et t'es parti pour aller refaire une autre séance si tu peux, quoi. C'est ce que t'as fait ou pas? Non, parce qu'il y en avait plus. Et ouais. Mais bon. C'est ballot. Merci Jordan d'être venu nous parler de ce court-métrage sur le plateau d'Instant Court. Visite de courtoisie maintenant, puisque c'est le moment du reportage sur le marché pro. Vous savez, tous les ans, on essaye d'aller leur faire un petit coucou, d'essayer de comprendre à quoi sert ce marché pro, là où se joue une grande partie de l'économie du court-métrage, puisque Clermont-Ferrand, c'est le plus grand festival de court-métrage du monde. Reportage signé Enzo et Bogoré de l'équipe de la Cinéfabrique. Donc ici, on est au marché du court-métrage à Clermont-Ferrand et il est composé de plusieurs espaces. D'abord, c'est un espace avec plein de stands, comme un salon. Et sur chaque stand, il y a des délégations, soit de pays, soit de festivals, soit de régions, enfin des gens qui ont envie de promouvoir des films. Et donc c'est souvent des sélections et la délégation vient sur le stand et est là toute la semaine. Donc c'est pendant 4 jours pendant le festival. Et les gens peuvent venir sur le stand rencontrer ces personnes et découvrir leurs films et potentiellement faire des coproductions, etc. Bonjour, moi c'est JB, je suis coordinateur de projet à l'association Les Amis du Comedy Club. Donc nous, ce qu'on fait principalement, la première action, c'est l'action qui s'appelle Talent en cours au Comedy Club, au cours de laquelle chaque mois on invite 4 lauréats à pitcher sur la scène du Comedy Club. Devant des producteurs, des diffuseurs, etc. Donc il y a pas mal de projets qui se sont faits. La plus connue, c'est Maïmouna Doucouré qui a fait Maman, qui a ensuite enchaîné sur le film Mignonne. Nous, on est bénévoles à la vidéothèque. Ça comporte plein de box à l'intérieur desquels il y a des ordinateurs sur lesquels les gens peuvent se connecter, enfin s'identifier. Et donc ils ont accès à tous les films de la sélection du festival, également les films qui ont été envoyés au festival mais pas sélectionnés. Donc il y a plusieurs milliers de courts-métrages auxquels ils ont accès. Pour la durée du festival, et s'ils ont un compte plus, ils y ont accès pendant 1 an. Bonjour, donc moi je m'appelle Jeanne Denis et je suis chargée de mission audiovisuelle au consulat français de Jérusalem. Et donc ici en fait on représente une délégation de réalisateurs palestiniens, donc un ensemble de réalisateurs indépendants qui sont venus présenter leurs cours, que ce soit de l'animation, de la fiction, à tous les stades de production. Et qui continuent à faire pas mal de projets. Et puis il y en a plein d'autres comme ça. L'année dernière, le César du court-métrage a été attribué à Sophia Alaoui, qui avait aussi pitché sur la scène du Comedy Club. Et le deuxième projet qu'on fait, c'est Film l'Avenir. Donc Film l'Avenir, c'est une tournée à travers toute la France, dans plusieurs villes de France, où pendant 2 jours, on accompagne des jeunes, la plupart du temps issus des quartiers, etc., dans les maisons de quartier, et puis aussi dans des lieux comme la Cinéfabrique ou alors dans des théâtres. On les accompagne pendant 2 jours à faire des courts-métrages à l'aide de téléphones mobiles. Et voilà, c'est un grand concours qui est organisé dans toute la France. Et à l'issue de ce grand concours, en fait, une remise des prix est organisée à Paris à l'occasion du festival Ciné Banlieue. Et les lauréats sont venus cette année et ont pu profiter d'une rencontre avec Jamel, des échanges, etc. Le troisième espace, vous avez le forum qui est à l'étage. Là-dedans, il y a des conférences. Donc c'est des conférences où ce sont des distributeurs ou des acheteurs ou des gens qui viennent, par exemple Arte, Canal+, France Télé, etc., plein d'autres, qui viennent expliquer aux gens quels sont leurs critères pour préacheter des films ou pour diffuser derrière, etc. Et ensuite, vous avez un autre endroit qui s'appelle le Média Rendez-vous. C'est un plateau à l'étage. Là-dedans, on peut prendre rendez-vous pour organiser des réunions de travail. Donc, les personnes s'organisent et elles se donnent rendez-vous là-haut et travaillent là-haut. Voilà tout ce qu'on fait au cours de l'année. Et puis voilà, l'idée, c'est que Film l'Avenir continue. Talent en cours, c'est toute l'année, chaque mois. Donc, les lauréats peuvent venir sur la scène du Comedy Club, nous envoyer leurs projets. Et puis après, on les invite à venir à Paris s'ils sont de province. Et s'ils sont en région parisienne, voilà, à se déplacer au théâtre. Voilà, merci à Enzo et Bogoré pour ce sujet sur le marché pro du festival du court-métrage qui se termine demain soir, vendredi matin. Généralement, jeudi, en fin de journée, il y a plus grand monde sur le marché pro. Seconde interview avec notre second invité, c'est notre pastille à cours ouvert. Et sur notre plateau, sur le plateau d'Instant Court, c'est Jean-Loup Bernard. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Merci d'être présent sur l'émission Instant Court. Et Maxime, qui est là pour vous interviewer et vous poser quelques questions. Le réalisateur de J'avais un camarade, un court-métrage en compétition à Clermont. Déjà,
Maxime, peut-être un mot sur le synopsis, sur l'histoire de ce court-métrage. Du coup, j'avais un camarade, ça raconte l'histoire de Wojtek. Wojtek, ouais. Wojtek, exactement. Ouais, Wojtek, c'est dans les rap contenders. Wojtek, du coup, et Bakary qui rentrent tous les deux dans une école militaire. Et en fait, tout prédestiné à croire, et d'ailleurs, je comptais en parler un peu après, mais on peut en parler maintenant. Tout prédestiné à croire que ils pourraient devenir amis, je dirais même camarades. Mais au final, vous prenez tout le monde un peu sur le contre-pied et vous proposez une toute autre aventure. Donc déjà, moi, j'ai envie de vous dire félicitations. Parce que on m'a mis sur l'interview ce matin et j'avais pas du tout prévu de voir votre film. En fait, j'ai vraiment adoré pour le coup. Et j'étais vraiment un peu scotché par la cruauté, en fait, que vous mettez habilement en scène. Et justement, je voudrais un peu venir sur ça. C'est que on a, dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans l'immersion dans le monde de l'armée, on a tous vu Full Metal Jacket ici, je pense, où on a tous un peu ce bizutage-là, ces bleusailles qui se font malmener. Et en fait, ce que je trouve assez brillant dans votre court-métrage, c'est qu'en fait, là où dans Full Metal Jacket, par exemple, pour citer, on voit que c'est aussi le contexte et c'est la formation qui est dure, qui les malmène, qui les pousse au bord de leurs limites mentales et physiques. Là, pour le coup, la seule cruauté est purement humaine. C'est vraiment l'effectif de la caserne qui vient malmener la bleusaille et qui semble la véritable forme d'oppression et de tension dans le film. Et je voulais savoir, si on pouvait en parler ensemble, de pourquoi ce choix-là, en fait, de un peu détourner l'armée, justement. Ouais, alors, c'est sûrement parce que, en fait, le film se passe dans un lycée militaire. Et en fait, le bizutage, enfin, le bahutage, en l'occurrence, ça s'appelle comme ça dans ces lycées-là. C'est mené par des groupes informels, des groupes qui sont censés ne pas exister, de gens plus âgés mais qui sont encore dans le lycée, quoi. Donc c'est cette espèce de hiérarchie dans la hiérarchie qui mène ce bahutage. Donc je pense que ça explique aussi qu'il y ait quelque chose de moins que ce soit des individus, quoi, pas juste un truc structurel comme dans Full Metal Jacket où là c'est carrément les Marines américains, quoi. Mais justement, je me suis posé la question parce qu'en fait, le film pourrait être une très belle histoire d'amitié, c'est-à-dire on a deux persos. Du coup, je veux me risquer encore la prononciation Wojtek. Ouais. Yes, Wojtek et Bakary qui pourtant tout opposent et le scénario classique voudrait qu'au final ils deviennent best bro for life. C'est ce à quoi on s'attend en fait. Ouais. Et c'est là où on est surpris. T'as raison. Exactement. Et en fait, et du coup, je me suis posé la question de pourquoi du coup installer ça dans le cadre de l'armée. Enfin, du coup, pourquoi le choix de ce lycée militaire? L'histoire d'amitié, c'est l'idée centrale du film, c'est-à-dire Wojtek, c'est son nom de famille, c'est Victor, son prénom. On peut dire Victor, ça ira plus vite. C'est un héritier, c'est un fils de militaire. Toute sa famille est passée par ce lycée-là, son grand frère est passé là, et son père a disparu dans une opération dans le Sahel. Donc tout le mène à aller dans ce lycée-là. C'est son destin, quoi. Et Bakary, par contre, il est là parce qu'il a envie, parce qu'il le mérite aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Et en effet, au début, ils ont tout pour d'être potes, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était d'explorer ce qui empêchait cette amitié-là. Et ce qui empêche, c'est différentes choses. Mais c'est entre autres des rapports de classe. Des rapports de classe qui sont, malgré toutes les bonnes volontés, parfois un peu indépassable, quoi. Vous avez magnifiquement bien répondu. Mais moi, c'était quand je vous ai posé la question, c'est vous, pourquoi vous avez placé du coup, vous avez voulu placer cette histoire-là, tout justement dans le contexte de ce lycée militaire. Est-ce que vous avez peut-être une histoire personnelle, une histoire familiale avec l'armée française ou ce genre d'établissement? Oui, une partie de ma famille qui sont allés dans des lycées militaires et dans des prépas ensuite, des choses assez mais c'était assez éloigné de moi au final. J'en avais qu'un écho assez mystérieux. Je savais qu'il y avait ces familles traditionnelles, je savais qu'il y avait des bizutages, mais c'était difficile d'en parler. Donc j'ai toujours eu une espèce de rapport à ça. À la fois, ça me faisait très peur. C'est très éloigné de moi, comment j'ai fait mes études, par exemple. Et en même temps, c'était mystérieux, quoi. Et ensuite, j'ai répondu à un appel à projet d'un festival de films de guerre. Et je travaille avec un scénariste qui s'appelle Victor Gestin et qui voulait adapter une pièce de théâtre qui s'appelle Wojtek, d'où le nom de famille du personnage. Et moi, j'ai dit, OK, faisons ça, allons-y, mais j'ai envie que ça se passe dans un lycée militaire. J'avais envie d'explorer un peu cet univers-là.
Moi, j'ai une vraie question. Il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans ce cours. C'est une question sur les parties pris filmiques. Parce qu'on a on a des compositions de plans qui sont finalement assez épurées, souvent dans le film. Il y a pas mal de plans dans l'obscurité, de scènes dans l'obscurité. Ça laisse beaucoup de place à la musique et aussi aux interactions entre les personnages. Il y a pas mal de caméras à épaules aussi. Est-ce que vous pouvez commenter un peu tous ces choix, ces parties pris filmiques? Oui, je vais essayer. Alors, question large. Par où commencer? Dans les films précédents que j'avais fait, il y a beaucoup de caméras à l'épaule. Et j'en étais arrivé à un moment où je filmais tout comme ça. Donc j'avais envie de me challenger un peu et aussi de comprendre pourquoi on passe à l'épaule en fait. Et j'avais l'impression qu'en faisant des films qui étaient que tournés à l'épaule, ça amoindrissait vachement cette façon de filmer, qui est encore une façon qui me plaît d'ailleurs. Donc au début, le film est construit sur cette espèce d'opposition où ce qui est de jour est très cadré, ce qui est de nuit est très décadré. Et du coup, ce qui m'intéressait en fait, c'était le passage de l'un à l'autre. Quand est-ce que la caméra se libère un peu de ce cadre très strict, très épuré. C'est en 4/3, c'est pour enfermer les personnages encore plus dans ce décor-là. Et puis le décor, il fallait qu'il soit le plus oppressant possible. Donc on a exploré plein de choses différentes avec l'équipe déco et avec l'équipe image. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est prendre un lieu assez grand, assez commun au final. C'est un lycée qui est assez un internat qui est dans un lycée public assez random quoi. Banal. Et banal, ouais. Et en fait, on a repeint des murs, on a enlevé beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, on travaille par soustraction quoi, pour que l'endroit soit le plus graphique possible, que ce soit plus que des lignes, et qu'on puisse faire l'enfermer dans ce format 4/3 qui est du coup un tout petit format quoi. Ouais, mais ça marche bien et en plus ça va de pair avec le travail sur la musique qui est parfois très oppressante. Moi, ce que vous dites, ça me fait penser à la scène dans le couloir avec Wojciech, justement. Est-ce que vous pouvez commenter aussi ce travail sur la musique, sur la bande-son, qui est une place vraiment importante? Pour ma part, ça m'a mis très mal à l'aise et je pense que c'était un peu le but. Ça m'a oppressé, c'est le terme. Ouais. On parlait du générique aussi. Ouais. Ah oui. Alors, la musique, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un compositeur qui s'appelle Jean-Charles Bastion. On avait déjà travaillé ensemble. On a en commun une espèce d'intérêt pour la musique noise et musique expérimentale, des musiques souvent très chargées, mais justement dans les musiques de film, il faut souvent faire moins. Donc nos références, c'est des choses noise assez sombres, assez chargées, mais souvent on fait ensemble, quand on travaille ensemble, on fait des morceaux plus épurés. Et là, pour des raisons de production pure, il pouvait pas faire la musique pendant le montage, ce qu'on fait d'habitude, enfin ce que moi je fais d'habitude. Donc il a composé des morceaux en lisant le scénario. Et ensuite, on a utilisé ces morceaux pendant le tournage. Par exemple, la scène de rêve dans le couloir, la scène orange. La musique qu'on entend, alors c'est pas exactement la même parce que c'était des maquettes qu'il nous a envoyées. Mais on a passé la maquette très fort en boucle pendant qu'il faisait ce chemin dans le couloir. Donc on était déjà imprégné de cette musique-là. Et ensuite, on a retravaillé la musique en post-production et on l'a un peu plus chargée. Et voilà. Maxime, une question qui te vient? Une question, non, pas forcément, parce que j'avoue que le film en fait m'a juste scotché et en fait je me suis un peu laissé le temps de le digérer parce qu'encore une fois j'étais pas une sacrée gifle je pense qu'on peut le dire. Et en fait le film est en fait déjà j'ai besoin totalement de comprendre ce que vous venez de dire par rapport aux séquences de jour, aux séquences de nuit. C'est un truc tellement tellement les relations entre les persos m'ont happé. J'ai totalement omis la technique, je vous l'avoue, à part ce plan absolument génial point de vue subjectif où justement il traque la bleusaille, les zouzes, je crois que c'est le terme employé par eux. Les zouzes. Ah, c'est pas le même contexte, Maxime. Oui. Et encore une boulette pour être. Et non, et pour le coup, j'avoue que je suis juste à vous dire félicitations en vous souhaitant un prix et que du bonheur pour la suite, oui. Alors justement, ça rebondit. Le travail sur le travail sur les regards aussi. Pour moi, la façon de capter les regards, de rendre compte des regards, ça dit déjà beaucoup et ça vient se substituer à des dialogues. C'était un peu le but? Oui, complètement. Je savais que j'allais faire un film court. C'était une de mes volontés avec les producteurs et le scénariste. Donc il fallait que beaucoup de choses. Enfin, on n'avait pas le temps de faire des tartines de dialogue. En plus, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup les dialogues.
Et puis quand j'ai rencontré les 2 acteurs principaux, beaucoup de choses ont changé. Et en fait, j'aimais beaucoup leur visage. Et en fait, le 4 tiers, c'est pas juste pour enfermer les personnages, c'est le meilleur format pour faire des portraits photos, quoi. Et il y avait cette espèce de ouais, ces 2 visages qui sont tellement différents, mais beaux chacun à leur manière. Wojciech, par exemple, une espèce de mélancolie comme ça chez lui. Et Bakary qui est très beau mais qui est beaucoup plus dur, et du coup merci déjà pour le travail sur les regards. J'avais peur que ça se voit pas, mais si ça se voit, tant mieux. Et voilà, c'était des moments assez agréables finalement de construire ces plans-là, même si c'est un travail assez précis d'axe. Au final, c'est assez chouette de filmer les acteurs juste pour ce qu'ils sont aussi, quoi. Bon, et comment ne pas parler, pour finir cette interview, des chansons, je sais pas si on doit dire chansons paillardes, en tout cas ces chansons de fraternité. Elles sortent d'où? Est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce qu'elles ont été écrites spécialement pour le film? Enfin, moi, ça m'a vraiment intrigué. Non, c'est des vraies chansons de l'armée. Il y a différentes choses. J'avais un camarade, c'est un chant de... Ah mince, je perds mes mots. De la Légion étrangère. Et puis il y a d'autres chants de l'armée qui sont chantés tout au long du film parce que certains figurants étaient réservistes, donc ils en connaissaient. Il y a un chant paillard en vérité quand ils sont en rond. Et ça, j'ai pas du tout. Enfin, c'est pas moi qui leur ai demandé, ils l'ont fait tout seul. Ça, c'est un moment documentaire, quoi. Et ces chants, en fait, moi j'ai un rapport très ambivalent avec ces chants-là parce qu'à la fois ils sont terribles, mais ils sont aussi très beaux. Et j'aime beaucoup. Il y a des chœurs d'hommes qui sont très émouvants, et il y a certains chants militaires qui, étrangement, quand on écoute les paroles, parlent de la fraternité, parlent pas tant de la guerre que ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant dans le film, parce qu'il y a eu un moment un peu où j'avais cette sorte de fascination pour ces chants-là, quoi. Allez, foncez voir ce film en salle au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Merci Jean-Loup d'être venu nous parler de ce court-métrage en direct dans Instant Court. On le rappelle, J'avais un camarade, fiction de 15 minutes que vous pouvez retrouver en salle jusqu'à samedi sur ce 44e festival de Clermont-Ferrand. La vie de la critique, ça continue avec une pastille un tout petit peu moins sérieuse, un tout petit peu plus décalée. Aujourd'hui, c'est Maxime, Jordan et Mouad qui vous ont préparé cette séquence. Bonjour chers téléspectateurs, pour cette nouvelle émission de La vie de la critique, où nous allons interviewer Monsieur Zabrani, le réalisateur de Abrani. Ah oui, excusez-moi monsieur. Monsieur Abrani, le réalisateur de dont nous allons voir tout de suite la bande-annonce. Des aliens? Alors, monsieur Zabrani, quelles étaient vos inspirations pour l'écriture de Men in Black. Men in Black. C'est un film qui m'a inspiré pour ce court-métrage d'aliens, de gendarmes et tout, un peu dégénéré. C'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit et qui encore aujourd'hui m'inspire dans mes projets et aussi, ah oui, je voulais dire ça aussi. L'acteur Will Smith qui m'a tant inspiré. Ah bon? J'ai plus l'impression que vous êtes inspiré de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter de me retrouver en face d'un film pareil. Il faut dire quand même, monsieur Zapati, vous êtes quand même la quintessence du culot. Vous parlez d'hommage, mais j'y vois davantage un enfant non légitime qui viendrait toquer à la porte de son père un 25 décembre au soir en quémandant quelconque trace de compassion. Et de la compassion, vous n'en aurez pas sur ce plateau, monsieur Zabrani. Durant votre film, j'étais plus à la recherche de l'intrigue qu'à la recherche du bonheur. Mais avec votre buddy movie au rabais, vous avez fait virer mon Bloody Mary en jus de pied. En jus de chaussette. En jus de tiroir. En jus de cul. En jus de cul. Attendez. Vous m'avez bien dit que vous aimiez le film.
Bah alors, monsieur Zabrani, vous allez pleurer. Bou, monsieur Zapati. Quand je vois votre gueule atterrée, j'ai l'impression de voler la sucette à un bambin sans défense, alors que votre forfait est bien plus grave que cela. Moi, quand je vois votre gueule atterrée, j'ai juste envie de marcher dessus. Oh, j'aurais presque envie de ressortir les gants de boxe et de vous cogner dans la cave d'un bar sinistre. Et moi d'appeler tous mes srabs, histoire de vous mêler, vous et votre film, à la sortie du lycée. Oh, croyez-moi bien, mon cher quart de chien, ce n'est pas moi qui préviendrai le directeur de la venue de vous et de vos srabs, hein. Moi, je le préviendrai que monsieur Zabrani a la fâcheuse tendance. Bon, une fois pour toutes, ce n'est pas Zabrani, ce n'est pas Zapati, c'est Abrani. Oui, monsieur Pastrami. Écoutez-moi bien, monsieur Patati. C'est peut-être un plaisir pour vous de vous retrouver sur une émission aussi prestigieuse. Mais je dois quand même confesser que ça nous pèse parfois de recevoir des gus comme vous. Et c'est sur cette critique simple, détonnante et efficace que nous vous souhaitons un bon appétit. Monsieur Gnagnani. Merci à Jordan, Mouad et notre ami Maxime d'avoir préparé cette chronique, la vie de la critique. Retour sur le plateau d'Instant Court avec Anouk qui aujourd'hui nous fait le plaisir de remplacer Daniela pour la chronique Labo. Et oui, Daniela, que l'on salue, qui a été reconduite hier à la frontière par les gardes forestiers. Mais Anouk, tu la remplaces au pied levé et ça nous fait chaud au cœur. Tu es venue nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Swatted. C'est ça. Donc, c'est un documentaire animé sorti en 2018 qui parle du phénomène de swatting. Donc, swatting, c'est un phénomène subi par les joueurs de jeux vidéo qui jouent en ligne. Et en fait, ça consiste en un canular téléphonique qui pousse les forces de police d'intervenir d'urgence chez des particuliers, donc en l'occurrence chez des joueurs en ligne. Et donc les responsables de ces appels téléphoniques peuvent ensuite voir en ligne les forces de police, ces forces spéciales sont appelées les SWAT, et donc assister à cela en ligne. C'est souvent ces appels téléphoniques sont souvent récurrents, donc c'est du cyberharcèlement et le documentaire évoque ce sujet. Ouais. Allez, quelques images de ce court-métrage. Carmen, this is Winnie. Hi, my name's Christian, and I just wanted to talk about a problem that I had. Okay, where's this problem happening? I'm at 4695 Hidden Shore Drive, and my mom took my game away, and I shot her. Your mom took your game away, so you shot her? Is she still breathing? No. She's not breathing? You're fine. Look, we're gonna get help en route, okay? Ouais, ce court-métrage, il est vraiment prenant, hein. Il nous prend aux tripes, en fait. Il y a une tension qui est réellement palpable et ça nous met presque à la place des victimes de swatting, justement. C'est ça. Et en fait, la tension, elle est communiquée parce que, comme on a pu le voir avec les images, c'est pas un documentaire ordinaire comme on s'y attend, mais il utilise vraiment des images particulières, donc des screencasts, donc images de l'ordinateur, de l'écran de l'ordinateur lui-même, des images de YouTube et des images vectorielles issues de jeux vidéo. Donc, ce type d'animation, il s'adapte totalement au sujet qu'il traite. Il utilise des images de jeux vidéo pour parler de jeux vidéo. Donc c'est une mise en abîme qui déjà purement esthétiquement, c'est original, ça colle parfaitement avec le sujet. Mais au niveau du message, justement, ça permet de traduire la tension et vraiment d'évoquer ce sujet qui est le swatting. Parce que quand on regarde le reportage,
par exemple, ils reproduisent les interventions policières, donc des SWAT, à la manière d'un jeu vidéo. On se croirait dans GTA, en fait, quand on voit les policiers qui débarquent chez les victimes du swatting. Et du coup, ça permet de montrer la violence subie par ces victimes de cyberharcèlement. Et moi, mon interprétation, c'est aussi de dénoncer ceux qui font ces canulars téléphoniques, parce que à force de regarder ces streamers, ils font plus la différence entre le jeu et la réalité. Donc la combinaison de ces images particulières avec la bande son, les voix off qui sont les témoignages, mais aussi les sons des appels téléphoniques directement, permet une immersion totale du spectateur, et donc de comprendre ce phénomène swatting qui est pas tellement connu et pas souvent évoqué. SWAT-Seed, un documentaire animé à retrouver dans la compétition Labo, dans ce festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Merci Anouk de nous en avoir parlé. L'émission touche presque à sa fin. C'est l'heure de la chronique Court-Circuit. Hier soir, alors que nous passions la soirée avec l'équipe du LIF, vous savez, le festival du film jeune de Lyon, dans un bar à Guicheur de cette belle et noble ville de Clermont-Ferrand, mon esprit divaguait. Et si je faisais mon mea culpa, après toutes ces mauvaises inspirations du début de semaine dernière, derrière une caméra qui me donne le sentiment de posséder le même collier d'immunité que les aventuriers de Koh-Lanta et que Gérald Darmanin au gouvernement. Après avoir mûrement réfléchi, ce matin, sous la douche, j'ai décidé de me repentir. Me voilà sur un chemin nouveau, celui de l'apaisement et de la recherche de l'objectivité journalistique. Dorénavant, Court-Circuit va retrouver ses lettres de noblesse. Non, il n'y aura plus de mauvaises blagues ni de tacles à la gorge. Non, il n'y aura plus non plus de remarques déplacées à l'encontre de personnalités irréprochables, fustigées à tort, malgré leur amour pour la terrine de foie et la bonne viande. Me voici, un homme nouveau, complètement changé. Et oui, j'ai changé, j'ai décidé de changer. Enfin, c'est en tout cas ce que je pensais. Car dès la reprise, et alors que j'accomplissais un travail d'investigation aussi poussé que la rédaction de Énergie 12 auprès des équipes bénévoles du festival, j'ai craqué. Voilà que les fions à peine voilés à l'encontre de Jean Messia, de Gilbert Collard et de Nicolas Dupont-Aignan revenaient dans mon esprit de façon aussi incontrôlable qu'une érection matinale. Soudain, je pense à Manuel Valls, lui, le politique incompris, prêt à travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Serait-il prêt à rejoindre le plateau d'Instant Court en qualité de chroniqueur ? Je me vois déjà partager avec lui un petit déjeuner en équipe, avec des madeleines bon marché, et du 4/4 aussi gras qu'un phoque, un repas à la cafette à plaisanter sur la situation politique des hôpitaux et la déchéance de la nationalité, pour ceux qui n'aiment pas le Saint-Nectaire fermier. Quel scandale. Cela ne semble toutefois pas inquiéter les festivaliers. Pour le confirmer, on a posé la question à Jean-Michel, candidat valeureux du jeu des chiffres et des lettres en 1968. Celui qui fut cette année-là le premier à remporter le gros lot avec le mot testicule au pluriel, nous disait sans un soupir de circonstance sa déception de ne pas voir Manuel Valls succéder à Thierry Beccaro dans l'émission Motus. Motus est bouche cousue du côté de l'ancien Premier ministre, en revanche, qui prépare sans doute sa reconversion professionnelle. Lui qui avait été aperçu au camping des Flots Bleus l'été dernier, animant le cours d'aquagym selon les dires de Patricia, une habituée du spot. De l'aquagym, en revanche, il n'y en aura pas sur ce festival du court-métrage. Non, les organisateurs ont décidé de rester dans le droit chemin, préférant une séance de projection à la piscine cette année. Une séance à laquelle on aurait bien voulu se joindre Romain, notre réalisateur, adepte du naturisme depuis une dizaine d'années. Vous pouvez le croiser chaque été sur les plages du sud de la France, lui qui est complexé et envisage dorénavant une pénoplastie pour enfin se sentir bien dans sa tête et dans son pantalon. Mais rien de tout ça ne semble essentiel à côté du travail accompli cette semaine par les équipes de Spectre et de Phénomène Production. Chacun donne le meilleur de soi. Personne ne triche. Même les visages semblent concentrés, déterminés à accomplir la mission divine, la destinée manifeste d'Instant Court. Un Instant Court qui n'a jamais aussi mal porté son nom, à vrai dire, avec un format de plus d'1 heure désormais, largement parasité de chroniques indignes et superflues. Un moment malgré tout planant, qui s'accomplit à la force et à la sueur des chroniqueurs, à l'investissement de tous ces gens et au courage de tous ces rouages. Et puisqu'il est l'heure et qu'il nous faut conclure, je vous souhaite une soirée aussi douce qu'une peau de bébé et aussi agréable qu'un baiser langoureux après une pizza à l'aioli. Je vous souhaite une bonne soirée en attendant demain. Au revoir.